Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair pour cette nouvelle livraison. Nous sommes le lundi 14 janvier 2019 et des thématiques bien particulières seront développées dans le cadre de ce programme sur la télévision du monde de thématiques politiques essentiellement. Nous parlerons de l'élection en République démocratique du Congo, des élections générales qui ont été reportées plusieurs fois et qui ont finalement pu se tenir le 30 décembre 2018 dernier. Des élections générales qui, au jour d'aujourd'hui, consacrent la victoire de Félix Tshisekedi comme étant le président nouvellement élu de la République démocratique du Congo. Aussi, dans le cadre de ces élections générales, il a été question des législatives et c'est le camp du président sortant Joseph Kabila qui sentit en majorité à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle pour Félix Tshisekedi, mais également pour le camp de Joseph Kabila qui, d'une façon ou d'une autre, garde la main pour ce qui est du pouvoir en République démocratique du Congo. Tout à côté, nous avons également un pays qui a pratiquement vu la peur à raison de ce putsch aujourd'hui considéré comme étant manqué au Gabon, un putsch qui a fait sortir et déployer l'armée gabonaise sur le terrain, une armée qui a bien voulu sécuriser les institutions de la République du Gabon, notamment la chaîne de radiodiffusion gabonaise, mais aussi l'Assemblée nationale, la présidence de la République et toutes les autres institutions. On a pensé qu'il y avait des mains cachées derrière ce putsch manqué du Gabon d'il y a quelques jours de cela. On en parlera également dans le cadre de ce programme. Tout au clair de ce soir, Tout au clair de ce soir est une émission interactive, vous le savez. Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi, 21h, 22h30. Et comme il est de tradition, Tout au clair ne manquera pas de vous ouvrir sa tribune dans le cadre de l'échange interactif avec vous à la maison. Et vous pourrez donc nous envoyer vos contributions, mais également poser vos questions à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès. Si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif 00237 et puis vous nous envoyez simplement votre SMS ou votre WhatsApp. Nous nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire dans le cadre de ce programme sur la télévision du monde. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Ils sont nombreuses ces personnalités que nous avons invitées ce soir dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde. Des personnalités triées sur le volet de plusieurs secteurs d'activité, notamment la société civile, la presse, mais également le secteur des avocats. Ils sont donc là pour avec nous échanger sur ces deux problématiques que nous avons énumérées à l'entame de ce programme. Et comme il est de tradition sur cette émission, les présentations du panel débutent toujours par notre gauche. Et ce soir, nous avons encore le privilège et le bonheur de la voir. Il est le consultant permanent de Tout au clair sur la télévision du monde, Michel Moussala, directeur de publication pour Europe Plus. Et là, ce soir, Michel, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes. Comme on concède l'état de ma voix, je suis un peu grippé, mais on va essayer de faire avec. Beaucoup de courage et prompt rétablissement. Merci. Alors, juste à côté de vous, un avocat au barreau du Cameroun. Il est par ailleurs un acteur majeur de la scène politique. Il nous revient d'ailleurs de la République démocratique du Congo où il a participé brillamment à cette élection en RDC et notamment dans une casquette qui lui est bien particulière. On retiendra davantage cette casquette ce soir et avec lui, nous ne manquerons pas de revenir sur cette présidentielle et même sur ces élections qui viennent de se tenir en République démocratique du Congo. Maître Kakak, c'est son nom. Maître, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes. Bon, je pense que ce soir, on va bien parler des choses qui vont intéresser le pays parce qu'en réalité, nous devons partir de cette élection qui vient d'avoir lieu au Congo démocratique pour contribuer à la bonne marche des affaires au Cameroun.
Je rappelle, vous êtes le président de l'association panafricaniste Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Tout à fait. Et c'est dans le cadre de cette association que vous êtes allé en République démocratique du Congo. Oui, en fait, c'est dans le cadre de cette association que j'ai eu le privilège de suivre le déroulement du processus électoral. Parce qu'en fait, je tiens à le dire ici, je n'y suis pas seulement allé pour les élections. Je suis allé au Congo depuis pratiquement 3 ans. Donc, dans le cadre de notre association, nous avons reçu le mandat de suivre le processus électoral depuis pratiquement 3 ans. Voilà, alors c'est précisé. En face de vous, un autre acteur majeur de la scène politique camerounaise, il est militant pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC. Célestin Djamène est encore là ce soir. Célestin, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTV, LTM TV et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter ce soir dans cette émission qui marque déjà ses empreintes. Merci beaucoup. Merci à vous Célestin Djamène d'avoir accepté d'être là. À côté de vous, un acteur de la société civile. Il s'appelle Philippe Nanga, on ne le présente plus. Il est le coordinateur national de la plateforme Un Monde à Venir. Philippe, bonsoir. Bonsoir et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et particulièrement à la jeunesse du Cameroun. Et il faut également le dire, un autre avocat va nous retrouver dans le cadre de ce programme, Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun. Il est par ailleurs militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est aussi invité dans le cadre de ce programme tout clair de ce soir. Alors, on va certainement débuter ce programme en faisant le point de la situation en République démocratique du Congo. L'élection a finalement pu se tenir le 30 décembre 2018 dernier et une élection qui a finalement abouti à l'élection du président Félix Tshisekedi contre toute attente, mais également qui consacre la victoire du camp du président sortant Joseph Kabila dans ce qui est considéré comme étant les élections législatives dans ce pays. La situation présentée par 2 personnes qui viennent de passer quelque temps en République démocratique du Congo dans le cadre de ce processus. Maître Kakak d'abord. Oui, en fait, ce que je peux dire de manière péremptoire, hein, pour planter les décors, c'est que, en fait, cette compétition électorale a finalement été une espèce de bataille entre 3 plateformes. Il y avait d'abord le Front commun pour le Congo, FCC, du président Kabila, qui a présenté, j'allais dire, comme candidat à l'élection présidentielle, M. Emmanuel Ramazani Chadari. Il y avait la deuxième plateforme, la Mouka, de M. Fayoulou, Martin Fayoulou. Et il y avait la troisième plateforme, le Cash, de Etienne Tshisekedi, et son allié qui a été déterminant dans le résultat final, son allié Vital Kamerhe. Donc grosso modo, voilà la bataille. Bon, mais ce qui est remarquable aussi, ce qu'il faut noter en toile de fond, c'est qu'effectivement, il y aura une première cohabitation dans ce pays. Parce que comme vous l'avez si bien relevé, au finish, c'est le Cash qui remporte l'élection présidentielle avec Félix Tshilombo Tshisekedi et le FCC, la plateforme du président Kabila, qui remporte 350 sièges sur les 485 déjà attribués. Parce qu'en fait, soit dit en passant, l'Assemblée nationale au Congo compte 500 sièges. Et vous savez, l'élection a été reportée dans 3 départements, oui, et qui compte au total 15 sièges. Et donc, l'élection a eu lieu concernant 485 sièges. Et sur les 485 sièges, le FCC s'en est tiré avec 350 sièges. Oui. La Mouka de Martin Fayoulou s'en est tiré avec 80 sièges. Et bien entendu, le Cash de Félix Tshilombo Tshisekedi s'en est tiré seulement avec 50 sièges. Donc, grosso modo, nous tendons là inéluctablement vers une première cohabitation dans ce pays. Une première cohabitation dans ce pays. Est-ce la leçon que vous faites de cette présidentielle et de ces législatives qui viennent de se tenir en République démocratique du Congo? Ben, écoute, Frédéric, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement curieux que dans ces élections combinées, je rappelle qu'il y avait, comme là il y a fait allusion tout à l'heure, M. Kakak, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections provinciales. C'est vrai que moi, je ne suis pas un partisan des élections combinées. J'estime qu'il faut donner un temps pour chaque mandat, notamment parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure. Vous ne pouvez pas la faire coïncider avec l'élection législative, ça crée des problèmes. Maintenant, ce que je peux constater, c'est qu'il est quand même curieux que M. Tshisekedi
ait reçu quand même plus de 38%, plus de 38% de voix à présidentielle, et que le même jour, les mêmes électeurs attribuent au candidat du FCC près de 355 sièges. Ça me paraît un peu curieux. Donc, c'est pour ça que moi je suis pour le recomptage, parce qu'il y a quand même quelque chose qui semble assez ambigu, parce qu'en vérité, je pense que même si on peut à la fois voter pour le présidentiel pour un candidat du DPS et pour les législatives pour un candidat, par exemple, du FCC, je peux le comprendre, mais ça ne peut pas être à ce point un effectif, un chiffre aussi écrasant pour les législatives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question peut être posée. Est-ce que les Congolais voulaient le changement au niveau de leur province, pour leur localité, ou est-ce qu'ils voulaient le changement au niveau national? Parce qu'en vérité, quand on élit un président de la République, on lui donne les moyens de gouverner. Les moyens de gouverner, c'est un Parlement acquis à sa cause. Parce que là maintenant, sauf s'ils ont souhaité une vraie cohabitation, dans ce cas-là, ils sont servis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Kabila a les mains libres. Donc, la question fondamentale qui devrait se poser également, c'est que, est-ce que Tshisekedi, il a gagné pourquoi, finalement? Pour rien du tout. Parce que finalement, il va jouer au président qui va être là pour inaugurer les chrysanthèmes. Un président protocolaire. Parce qu'en vérité, qui tient le Parlement, tient la gouvernance. La gouvernance en République démocratique du Congo. Quelle lecture vous faites de ces élections générales qui ont été reportées plusieurs fois, qui ont malheureusement fait des morts en République démocratique du Congo? Au jour d'aujourd'hui, les Congolais jubilent, célèbrent la fin de ce processus avec des victoires de deux camps qui hier étaient ennemis et qui aujourd'hui parlent de partenariat dans la démocratie. Écoutez, Frédéric, ma lecture est toute simple. Où on a mis en place un fonctionnement décrié par l'opposition en amont sur les urnes électroniques, qu'on n'a pas voulu faire actionner sur le cas, parce qu'en réalité, il y a une concertation au sommet qui disait que les ONG, avec tout ce qu'il y avait comme armada sur le plan international, avaient mis en place des structures qui ne pouvaient pas permettre à M. Kabila de jouer avec la tricherie en amont. Cela veut dire qu'on avait déjà dit, on s'était déjà prononcé pour dire qu'on connaît le vainqueur de l'élection présidentielle. À ce niveau, on peut comprendre un certain nombre de choses. Mais, effectivement, il y a lieu de se poser la question, comment est-ce que, dans l'attitude d'une élection couplée, qu'on ait donné en la même heure, qu'on ait pu élire un président avec un pourcentage de 35%, 38%, oui. Et qu'on en soit à donner 75% du Parlement, des sièges parlementaires à un président, à M. Kabila. Ou, probabilité, il y a exactement fraude. On n'a pas voulu frauder à la présidentielle parce que c'était tellement contrôlé. Et on a actionné le verrou de la fraude et des chiffres. Parce qu'en réalité, M. Kabila reste, en réalité, il resterait président de la République parce qu'à tout moment, il peut déposer des motions d'ordre pour suspendre toute attitude, sauf si on relise la Constitution congolaise pour savoir à quoi sert, quelles sont les compétences du Parlement. Nous l'avions vécu, effectivement, à un moment donné au Cameroun, M. Biya avait été élu, mais vous voyez que le Parlement qui venait avait le SDF, le MDR, tous ces gens, l'UPC, il a fallu des concertations, et puis les chiffres étaient quand même raisonnables. On savait que l'opposition a remporté au niveau de l'Assemblée. Mais dans le contexte congolais, il me semble que si on revienne au comptage des voix, c'est quand même extraordinaire. Ce serait un pays... Et puis, c'est ça l'Afrique, avec ses débouchés souvent bizarres, pour dire que dans un contexte comme celui-là, on en soit à nous lire sur quel thème. On n'a jamais vu cela dans le monde. Et en réalité, comme disait Ndiamen tout à l'heure, si on avait décalé de quelques mois, on aurait pu voir qu'il y a eu des forces, il y aurait en fait un débat qui devrait se reconstituer sur l'avenir du Congo, sur le plan des législatives, ainsi que d'autres élections. Mais malheureusement, ce qui se passe au Congo me paraît un peu très extraordinaire. Il faut pouvoir le dire. Est-ce que le Congo est extraordinaire au regard de ce que vient de présenter Michel Moussala, Philippe Nanga, dans un contexte où on sait que le processus avait été décrié, mais finalement, le processus a été accepté par l'ensemble des acteurs de la classe politique. Et ces acteurs sont allés aux urnes, sont allés aux élections le 30 décembre dernier. Non, le Congo n'est pas extraordinaire. Le Congo est resté cohérent quant à l'environnement de l'Afrique centrale.
C'est-à-dire, c'est vrai, on s'est réjoui parce que le pays a vécu pendant toutes ces années, ces dernières années, dans une crise profonde avec ces élections qui ont été forcées, ça il faut le dire aussi. Et donc finalement, je pense que les citoyens en avaient marre d'attendre et ont fait des concessions. Parce qu'il faut dire que ce n'était pas l'unanimité non plus sur l'organisation de cette élection. Jusqu'au dernier moment, vous avez vu qu'on a repoussé d'une semaine parce qu'en réalité, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Il y a eu des soucis énormes qui ont été décriés par les organisations de la société civile. Mais les gens sont allés finalement parce que, à trop attendre, on commence à se lasser. On s'est dit, bon, même avec ces imperfections, on y va quand même. Mais sauf que là, on voit très bien qu'on n'est pas sorti du tout de l'auberge et qu'il y a de fortes chances que des conflits s'ouvrent à nouveau et qu'on reparte sur une situation un peu difficile. Donc, effectivement, la lecture est incompréhensible parce que il est quand même difficile de comprendre que dans un même bureau de vote, vous avez une grande majorité de gens qui à la fois choisissent le bulletin, sachant très bien que ce bulletin, c'est le bulletin de l'adversaire, du président que je suis en train de choisir en même temps. C'est quand même un peu incompréhensible. Ça peut être serré, mais l'écart est trop grand. C'est-à-dire trop grand, je pense. C'est un passé. Ils n'ont même pas fait 10% du chiffre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se questionner. Il faut se questionner et il me semble qu'aujourd'hui, il y a des indices qui montrent quand même qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent. D'ailleurs, on a anticipé la proclamation de ces résultats parce que, visiblement, le calendrier indiquait que c'est le 23 janvier qu'on devait donner les résultats des législatives. On a anticipé. Sans dire pourquoi est-ce qu'on a anticipé, parce que justement, on travaille sur, n'est-ce pas, la psychologie des gens. Et vous êtes au courant que le secrétaire général du parti au pouvoir a démissionné. Il a dit des choses pour dire que justement, il semble que le parti a travaillé pour avoir une certaine majorité et sécuriser, n'est-ce pas, son contrôle, n'est-ce pas, du Parlement, en mettant un certain nombre de personnes et en sacrifiant un certain nombre de jeunes qui, eux, auraient pu passer effectivement si les choses avaient été claires. Donc, je pense que le tripatouillage, il est là, il est assez évident. Et je dis, on n'est pas sorti de situations difficiles en Afrique centrale. On croyait que, pour une fois, voilà, ça pourrait bien se passer, mais on constate malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui aujourd'hui sont, j'allais dire, des fissures qui pourraient déboucher. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas parce qu'il y a déjà eu beaucoup de morts dans cette élection-là, dans ce processus depuis près de 2 ans, où les citoyens congolais se battent pour faire respecter la Constitution. Donc Kabila n'a pas voulu respecter. Et aujourd'hui, on voit que on croyait qu'il avait cédé, mais en réalité, il n'a jamais cédé. Alors, si Kabila n'a pas cédé, il est que le processus a tout de même permis à ce qu'on puisse mettre en place un nouveau président de la République, une nouvelle Assemblée nationale à la République démocratique du Congo. Donc, de toutes les façons, avec ou sans les imperfections, Maître Biligan, le processus peut être considéré comme étant bon. Je pense qu'il faut le dire bon, mais il faut quand même féliciter les acteurs congolais qui ont pu faire aboutir ce processus. Il se trouve que je suis à Kinshasa un peu dans la période des négociations, lorsqu'on parle du dialogue national, ou un peu avant l'accord de la Saint-Sylvestre. Et le terme, après il y a eu le terme glissement qui est arrivé. Parce qu'en fait cet accord indiquait que c'est au plus tard fin 2017 que les élections devaient avoir lieu, en décembre 2017. Et il y a eu un terme qui est arrivé qu'on appelait le glissement, c'est-à-dire c'est un report des élections. Et peu de personnes pouvaient imaginer, pouvaient parier que ces élections auront finalement lieu. Donc je dis, il faut quand même qu'on lève un coup de chapeau au président de la République, à la SENCO, au mouvement citoyen qui ont quand même joué un rôle important. Et naturellement la population qui a répondu très souvent lorsque elle a été appelée à contribution. 47% de taux de participation. Non, je parle plutôt de la descente, c'est-à-dire des mouvements qui ont amené le gouvernement à céder. Voilà. Il y a eu des morts, ça c'est évident. Mais je veux dire que si ces populations n'étaient pas descendues massivement, parfois sur le terrain, je veux dire dans les routes, dans les rues, au risque de se faire
tué. Ça a eu lieu plusieurs fois. Peut-être qu'on ne serait pas arrivé là. Donc je donne un coup de chapeau à tout ce monde-là. Et maintenant, il y a un problème qui va se poser, tout le monde l'a évoqué, c'est celui de la possibilité pour le président Tshisekedi de pouvoir gouverner. Ça serait difficile. Mais sans connaître fondamentalement la constitution congolaise, mais en me basant sur ce qui est en matière de droit constitutionnel d'une manière générale, il y a des mécanismes qui peuvent permettre au président de pouvoir prendre la main. On n'est pas encore arrivé là. Dissolution de l'Assemblée, avec une possibilité d'élection anticipée. On a vu plusieurs présidents le faire. On a vu lorsque le président sent que sa majorité n'est pas bonne, il le fait parfois assez risque et péril. Je donne un exemple très simple, le président français, Jacques Chirac, ou même le Mitterrand, lorsqu'il a fait la première cohabitation, c'est parce qu'il avait estimé à un moment donné qu'il faut avoir une majorité forte. Il a dissous l'Assemblée, ils sont partis aux élections. Malheureusement pour lui, l'opposition est arrivée. Donc de la même manière, moi je pense que le président Tshisekedi, après quelques mois, pourra, s'il ne parvient pas à déboucher, parce que là également ça dépend de quel système, de débaucher certains députés de la majorité, ce qui est possible pour l'amener dans son parti politique, pour à un moment donné, pour pouvoir travailler, être obligé de faire des élections de dissoudre l'Assemblée et de faire des élections anticipées. Alors, Maître Kakak, vous avez été à Kinshasa, du moins en République démocratique du Congo, durant ce processus électoral, 47% de taux de participation, ça s'est fait pour un pays assez densément peuplé quand même. Oui, en fait, vous savez, le Congo a ceci de particulier que la ville de Kinshasa, qui a pratiquement 12 millions d'habitants, c'est une ville ultra politisée. Donc, tous les gens de Kinshasa font la politique. Mais comme c'est un pays qui est immensément large, il y a des villes où c'est difficile de faire la politique. Donc, c'est difficile d'avoir un taux de participation très élevé au Congo démocratique. Parce que... Pourtant, les populations sont plusieurs fois descendues dans la rue pour appeler oui, à créer ce renouvellement de la classe politique. Tout se passe globalement à Kinshasa, ça se passe un peu dans le Kassai, notamment dans les villes comme Kananga, Mbujimayi. Vous trouvez également quelques mouvements à Lubumbashi, dans le Katanga, à Lubumbashi, et dans la zone du Kivu. Donc les principales villes, à Goma, à Bukavu, et naturellement dans le fief du président Mobutu, qui était déjà politisé avant les autres, c'est-à-dire l'Équateur de l'époque. Là, vous trouvez la ville de Mbandaka et la ville de Guadolité. Il y a beaucoup de politique qui se fait là-bas. Mais il y a beaucoup de localités où la politique est pratiquement impossible. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je voulais revenir sur un aspect qui a été relevé ici. Vous savez, le problème qui s'est posé véritablement avec l'UDPS, le parti de Félix Tshilombo Tshisekedi, pour cette élection, c'est que, vous savez, la gestion de ce parti était ultra personnifiée au temps du père Tshisekedi. Et il se passe qu'après l'élection de 2011, ce parti a été totalement démobilisé. Tshisekedi était déjà malade, il est même allé vivre en Belgique, il a fait plus de 5 ans en Belgique, le parti n'était plus véritablement dirigé. Et le président Kabila, à l'époque, avait profité d'une situation, parce que, comme Tshisekedi réclamait la victoire en 2011, il avait promis des sanctions aux députés élus de son parti qui allaient siéger. Et effectivement, il y a des députés qui ont violé ce mot d'ordre, qui sont allés siéger, il les a exclus du parti. Ça a créé donc une démobilisation. Le président Kabila a profité donc de cette situation pour fragiliser l'UDPS. Ce qui fait que l'UDPS n'avait pas une implantation nationale. Et avec le décès de Tshisekedi, effectivement la situation a empiré. Vous savez que lorsque Tshisekedi est décédé, le président Kabila a limogé son premier ministre qui avait un bilan élogieux, le professeur d'économie Augustin Matata Ponyo, qui a eu un bilan positif en tant que Premier ministre. Il a limogé pour prendre quelqu'un de l'UDPS. Tout ça, c'était des stratégies pour continuer à disséquer ce parti. Donc, quand le Félix Tshisekedi se présente comme candidat de ce parti, en fait, son parti n'était même pas représenté dans beaucoup de provinces. C'est ça qui justifie la faiblesse de son score aux législatives, dont le parti n'avait pas suffisamment de représentation. Maintenant, il se passe que le président Kabila, de l'avis de beaucoup de Congolais, a commis 3 erreurs stratégiques qui lui ont coûté cher. La première erreur stratégique qu'il a commise, c'est qu'il n'a pas pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour faire enterrer
le père Tshisekedi. Et ça, les Congolais ne l'ont jamais digéré. Parce que Tshisekedi était considéré comme dans un ce pays, monument comme un moine. Parce que dans ce pays, c'est un peu le confirmer, c'est que dans ce pays, ceux qui ont considéré comme les Congolais authentiques, on les appelle les moines en Mboka. C'était un moine en Mboka. Les Congolais n'ont jamais digéré qu'un Banyamulenge, parce que beaucoup appellent le président Kabila Kabange un Banyamulenge, un Congolais venu d'ailleurs. Ils ne comprennent pas. Et beaucoup disent même qu'il n'est pas Congolais. Tu comprends? Ça, c'est le débat. Non, c'est important. Il faut que les gens comprennent pourquoi on a ce score. Alors, il se passe que les Congolais n'ont jamais accepté le fait que Kabila ait refusé d'enterrer Tshisekedi. Deuxième erreur maintenant, c'est qu'il a pensé que le fait de régler les comptes à Moïse Katumbi et à Jean-Pierre Mbemba réglait le problème. Donc, l'opposition ne pouvait plus avoir un vrai candidat. C'est l'erreur qu'il a commise. Et la troisième erreur qui lui a été fatale, c'est dans son propre camp, où il allait chercher à faire valoir pour présenter comme son successeur. Cela a entraîné beaucoup de grincements dedans au sein de son propre camp. Je peux vous dire, c'est par là que je vais chuter. Il y a des gens dans le camp de Kabila, dans le FCC, qui battaient campagne contre leur propre candidat. Donc ils allaient, parce que beaucoup de ces ministres, beaucoup de ministres de Kabila étaient déjà candidats aux législatives. Beaucoup étaient candidats aux législatives. Beaucoup battaient leur propre campagne sur le terrain. Et quand ils venaient demander aux électeurs de voter contre leur propre candidat, et beaucoup ont même demandé à voter pour Tshisekedi, qui est leur propre fait. Donc c'est pour vous dire que, en fait, pour nous qui avons essayé de vivre cette histoire de près, la faiblesse du score de Tshisekedi aux législatives ne nous surprend pas. Maintenant, ce que mon confrère aîné, M. Biliga, disait tout à l'heure, je pense que c'est cette arme que le président Tshisekedi va utiliser. Ce qui est constant, quand il va prêter serment, il va se rendre compte qu'il ne pourra pas travailler. Le seul moyen pour lui de sortir de l'auberge sera de dissoudre ce Parlement pour organiser une autre élection législative qui va certainement lui permettre d'avoir la majorité à l'Assemblée. Alors, il faudrait certainement que Étienne Félix Tshisekedi, le fils de son père, d'ailleurs, dans la classe politique, on le considère comme le fils à papa. Est-ce que dans sa posture aujourd'hui de président, Félix Tshisekedi, au-delà de ne pas pouvoir avoir peut-être des coups de franche, peut se considérer comme étant un président légitime dans le sens de plus légitime, tenant compte de la situation actuelle? D'abord, je vais commencer par féliciter le président Kabila, n'étant pas pro-Kabila. Il est rare pour vous de féliciter des, oui, je des acteurs m'explique, politiques. je n'ai pas fini ma phrase. Vous ne triomphez pas trop vite. Je suis en train de dire que pour les actes qu'il a posés pendant la campagne, refus de l'aide financière de l'Union européenne, c'est rare en Afrique, pour organiser les élections. De deux, il a congédié l'ambassadeur de l'Union européenne et il a refusé l'entrée des observateurs de l'Union européenne. Ce sont des actes d'une haute facture panafricaniste que j'apprécie. Et tout président africain, même dictateur, qui résiste aux impérialistes européens, de l'Occident en général, a mon soutien le plus total. Parce qu'il faut pratiquement rappeler chaque jour aux Européens que l'Afrique a des États indépendants. Il faut le leur rappeler. J'ai même entendu le ministre belge des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, se permettre de demander, d'exiger des élections crédibles et transparentes au Congo. Ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais de quoi se mêle-t-il? Je ne parle même pas de Jean-Yves Le Drian qui se permet de demander à ce qu'au Congo, les choses soient transparentes et claires. Alors même qu'il reprochait à Trump de s'occuper de se mêler des affaires des gilets jaunes en France. Ça, c'est un premier point. Donc, je salue cet acte souverainiste et hautement panafricaniste. Deuxièmement, je pense que Félix Tshisekedi, c'est un peu une victoire à titre posthume. Parce qu'en vérité, Félix n'a pas vécu longtemps au Congo. Il n'a pas assisté au grand débat politique, au grand meeting. Il a vécu 35 ans à Bruxelles. Donc, on ne peut pas dire que c'est un capital intrinsèque qu'il a récolté. Je crois que le combat de son père a porté ses fruits à travers le fils, quelque part. Je ne veux pas dire qu'il démérite, voilà. Mais je ne suis pas sûr que s'il n'y avait pas le nom de Tshisekedi, qui serait vainqueur, encore que c'est contesté par l'Église catholique, n'est-ce pas, vainqueur en RDC. Troisièmement, moi je considère que la Cinco a joué un sale rôle. Parce que c'est vrai qu'on a vu depuis très longtemps, même déjà avant M. Fridolin, le nouveau archevêque de Kinshasa, M. Moussengo se comportait quasiment en acteur politique, c'est vrai. Mais je pense que là, dans le cas d'espèce, l'Église catholique a franchi les Rubicons. Ils ne peuvent pas se substituer
à la CENI. La CENI est constituée de manière échevinale, de manière paritaire, et on a donné des attributions très précises à la CENI pour superviser, pour gérer, pour organiser et pour proclamer les résultats. Donc il est hors de question que la CENCO se permette de dire, avant la proclamation des résultats, qu'il détient le nom du vainqueur. On sait très bien que le Congo, c'est un pays extrêmement sensible. On l'a vu par exemple pendant les élections de 2006-2011, on a vu que si Kabila n'a pas eu l'habileté de réunifier tous ces gens-là, les Akarias, les Bemba aux finances et les vice-présidents, pour essayer de donner un semblant d'État au Congo, le Congo serait encore aujourd'hui en charpie. Donc, au niveau de la restauration de l'État, je crois qu'on peut le mettre au crédit de Kabila. Donc maintenant, l'Église catholique a joué un jeu malsain, d'autant plus que les États-Unis parlaient d'envoi de troupes postées à Libreville, avec des gens armés, n'est-ce pas, au combat. Donc, qui a envoyé des messages de violence pour le Congo. Donc, moi, je considère donc qu'aujourd'hui, il est clair que pour essayer de restaurer un semblant de stabilité, il faut absolument qu'il y ait recomptage. Parce qu'en vérité, on parle de cohabitation. Je veux dire que dans le cas de la cohabitation, il est clair qu'aujourd'hui, Kabila sera Premier ministre, si on tient compte de la tradition républicaine. Parce que s'il a 355 sièges sur 485, parce que je rappelle que les villes de Butembo, de Yumbi et de Beni n'ont pas encore réalisé leurs élections, qui sera faite en mars. Un peu plus d'1 million. Donc il peut encore rafler parmi les 1 million de voix, encore au moins 500 000 voix. Donc il peut dépasser les 400 sièges sur 500. C'est énorme. Donc forcément, le Premier ministre sera issu de la coalition du FCC. Ça c'est clair. Maintenant, comment Tshisekedi va gouverner? Il ne pourra pas gouverner. Et quand j'entends les déclarations de Tshisekedi qui dit qu'il félicite Kabila, etc., ça veut donc dire que soit il fusionne carrément, et qu'ils forment un seul parti, soit alors qu'on ne dise pas que Tshisekedi a été élu pour faire des réformes. Comment voulez-vous faire des réformes avec moins de 50 députés? C'est impossible. Donc Kabila est le président indirect, par procuration, à l'heure où nous parlons. Ce que je voulais juste préciser, juste une précision. Ben oui. Vous permettez que les intervenants puissent avoir le temps de parole, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Michel Moussala, un président, certes, on ne va pas dire président pour faire valoir, mais un président pleinement élu par le peuple congolais. Il m'arrive souvent d'être peiné sur un plateau quand j'entends un développement de certaines phases de l'histoire de notre Afrique. Et je ne peux pas accepter qu'on pense que quand ça vous plaît, l'Europe et les Occidentaux sont utiles. Quand ça ne vous plaît pas, vous estimez que vous affichez l'africanisme. Je pense que c'est un peu paradoxal dans notre attitude face à cette histoire congolaise. J'ai bien dit que M. Tshisekedi, père, ne vit plus. Et il est mort depuis. C'est son fils qui prend les rênes au Congo suite à une élection. Les mécanismes lisibles sont tels qu'il ne pourra pas gouverner parce qu'en réalité, ce qui s'est fait bien avant en amont sur la méthodologie électorale qui devait être mise en place depuis 2016, quand on a commencé, pas 2017, quand on a commencé à rappeler à M. Tshisekedi la non-révision de la constitution congolaise. Donc il faut prendre en compte les mécanismes qui se préparaient, l'élimination politique de ses adversaires. Tout ça devait concourir. Je suis surpris qu'on continue à dire qu'on donne des lauriers à M. Kabila pour avoir accepté, pour avoir refusé l'argent des Occidentaux, pour avoir écarté... Il faut encourager ça, Michel. Non, pour avoir opté... Mais moi j'ai vu votre président, le président du MRSO au Cameroun, se rendre en Europe, demander aux Européens de venir valider l'élection présidentielle au Cameroun. Non, ça quand ça intéresse les gens. Non, permettez-moi de dire honnêtement ce que je pense. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas... moi, je suis d'accord avec vous si nous restions dans un contexte typiquement africain pour défendre la cause africaine. Mais il ne faut pas, selon que ça nous plaît, nous demandons la seringue européenne, selon que ça ne nous plaît pas, nous solutionnons nos problèmes par des voies qui ne sont pas du tout démocratiques. Moi, Kabila, c'est pas un président. Si on a considéré, tout à l'heure j'ai écouté quelqu'un dire que Tshisekedi est considéré comme quelqu'un qui est passé 35 ans. Mais celui-là vient d'une émanation du maquis formé par son père dans le Kassai pour venir prendre le pouvoir sur Mobutu. Donc il n'était pas dans l'armée congolaise quand son père venait conquérir le pouvoir. Pour chuter. Je veux dire que c'est très très dangereux sur la Sciences Po de ne pas faire des analyses sur la corporation politique congolaise. Moi j'ai été au Congo comme président du patronat de la presse d'Afrique centrale. Et dans mon bureau, j'avais des Congolais, journalistes en danger, tous ces gars, c'était les membres de mon bureau. Donc d'une manière ou d'une autre,
aujourd'hui que le Congo devrait sortir de l'impasse et être un modèle démocratique. On a alourdi encore, si c'est mes objets, si c'est ma manière de constater, on a alourdi le mécanisme politique du Congo va s'alourdir parce que tous les acteurs que Kabila a écartés vont trouver des voies pour se réintégrer dans le champ politique congolais. Alors, Martin Fayulu, aujourd'hui, n'est pas content de ces élections, ou du moins des résultats issus de la CENCO, pardon, de la CENI, qui a été salué pour sa bravoure, pour n'avoir pas flanché dans la proclamation des résultats qui restent provisoires, mais qui tout de même donnent la victoire de la présidentielle à Félix Tshisekedi et d'autre part au camp de Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut estimer de toutes les façons, au regard au sorti même de cette proclamation des résultats, que finalement le Congo, même si on considère qu'il y a des ratés ça et là, que le Congo quand même sur la bonne passe et que Martin Fayulu aujourd'hui devrait pouvoir introduire son recours sans craindre que celui-ci soit invalidé? Il a déjà fait. Il a déjà fait, mais maintenant la crainte c'est que ce ne soit pas validé ou pris en compte. Et que, voilà, parce que quand on observe, tout le monde l'a dit ici, il y a un mécanisme de fraude qui a été bien préparé. Il y a une machine qui a été mise en place pour garder le contrôle du pays. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit en début d'émission qu'on n'est pas sorti des soucis en RDC. Je ne souhaite pas qu'on rentre dans le pire, mais je dis on n'est pas sorti parce que on regarde ce qui se passe. Vous savez très bien que la SADC a déjà donné sa position aujourd'hui. Il y a eu plusieurs plateformes de la société civile qui ont été sur le terrain, qui ont leurs résultats. Il y a quand même l'Église catholique qui avait un fort effectif d'observateurs sur le terrain. Mais qui ne garantissent pas toujours la victoire d'un camp ou d'un autre camp. Mais au point de pouvoir donner, dire dès l'entame ou sortie des urnes qu'on a le nom du vainqueur. Non mais ils l'ont dit, ils le disent sur la base, ils l'ont dit non, ils l'ont dit sur la base, bien entendu. Je ne vois pas pourquoi on condamne l'Église catholique si elle s'investit. On ne peut en aucun moment condamner, c'est considéré comme une association. Alors, pourquoi vous avez condamné la sortie, par exemple la sortie de Maurice Kamto Cameroun lorsqu'il a fait sa révélation? Je voulais dire qu'aujourd'hui, condamner l'attitude de l'Église catholique, c'est être malhonnêtement intellectuel. Parce qu'on sait très bien que si on est arrivé à une élection à RDC, l'Église catholique a beaucoup œuvré pour cela. Vous le savez tous. On peut avoir œuvré et après tout maintenant, l'Église catholique jusqu'à maintenant a une posture cohérente. Ils ont dit qu'ils ont les résultats. Ils n'ont pas donné le nom du vainqueur. Jusqu'à présent, officiellement, l'Église catholique n'a pas donné le nom du vainqueur. Ils attendent, c'est cohérent. En tant qu'observateur indépendant, a dit qu'elle continue à maintenir son discours, qu'elle a un nom. Bien sûr, mais elle n'a pas donné son nom. Qui n'est pas le nom de celui qui a été proclamé. Déclaration faite sur les antennes de France 24. Lors d'une communication. Ils ont dit que le résultat qui a été proclamé, le résultat provisoire ne correspond pas à ce qu'ils ont comme résultat. Mais ils n'ont pas parlé de nom de personnes. Maintenant, ils attendent. Ils peuvent très bien donner le nom de personnes. Ils peuvent très bien donner le résultat. Mais ils attendent parce qu'ils font confiance aux institutions. Ils estiment que les institutions vont jouer leur rôle et que la Cour va jouer son rôle et va proclamer les résultats tels que sortis des urnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs demandent le recomptage de voix. C'est aussi simple que ça. On va arriver au recomptage de voix tout à l'heure. Maître Biliga, devrait-on condamner d'une façon ou d'une autre la posture prise par l'Église catholique en République démocratique du Congo qui aura œuvré de tous les niveaux, à tous les niveaux, pour arriver à cette élection du 30 décembre? Monsieur Salah a répondu. Moi, je dis la vrai que nous sommes dans un pays laïque. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de pays où, la religion dirige. L'État islamique, il y en a plein. En Irak, en Iran, par exemple. C'est les ayatollahs qui dirigent. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas écarter toujours l'esprit et le corps. Il faut pas non plus même parler même de l'Afrique. Lorsqu'on rentre en arrière, on verra qu'en RCA, Barthélemy Boganda, c'était un prêtre. On a connu Fulbert Yolo au Congo-Brazzaville, qui a été le premier président du Congo-Brazzaville. Il y a eu, tout à l'heure on parle de Moussengo, il y a eu au Bénin
Da Silva, de Souza, qui au niveau de la conférence nationale souveraine, c'était lui qui était le président de la conférence. Ici au Cameroun, on a vu quand même notre candidat qui s'est entouré au devant de la scène. Donc moi je dis, on va quand même en 92, c'est-à-dire que c'est une autorité morale, l'Église catholique ou l'Église de manière générale. Et vous savez que autant elle a beaucoup plus de poids que... Mais est-ce que l'Église catholique aujourd'hui en République démocratique du Congo n'a pas jeté un peu de l'huile dans le feu quand elle fait une déclaration avant la proclamation des résultats? Les résultats étaient attendus le 6 janvier. Les résultats ont été publiés plusieurs jours après. Mais avant, l'Église catholique avait dit « Nous avons le nom de notre vainqueur. » Bon, sans plus. Mais et moi, après la proclamation des résultats provisoires, l'Église catholique a dit « Le nom qui a été proclamé n'est pas celui que nous avons. » Oui, ils ont dit « On prend acte de les résultats de la CENI. Nous notons qu'ils ne correspondent pas aux données en possession de l'Église. » Oui. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis c'est une posture diplomatique. C'est ce qu'ils ont dit. Je dis, moi, ma position, dès que j'ai commencé à suivre cette histoire, c'était que Martin Fayulu a gagné. Je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Ça, c'est votre lecture avant? Oui, c'est ma lecture, puisqu'il n'y a que 3 opposants. Enfin, il y avait 3 personnes. Il y avait 3, comment je dis ça, 3 forces. 3 forces majeures. 3 forces majeures. La Lamouka, le groupe Cash et le FCC. Si on est d'accord aujourd'hui que Emmanuel Ramadani Shadari est écarté, pratiquement tout le monde est unanime pour comprendre qu'il n'est pas. Donc le débat se passe entre les deux, entre Fayulu et Tshisekedi. Or, il se trouve que Fayulu, au niveau même des députés, a plus de députés que Tshisekedi. Donc moi je pense que c'est lui. Et tout à l'heure, mon confrère parlait des faiblesses de Tshisekedi. Vous savez, lorsque son père est mort, sa maman, il y a eu une bataille forte pour le leadership. Sa maman l'a soutenu, a soutenu Félix pour qu'il devienne, qu'il prenne la tête du parti. Mais il y avait un autre groupe qui était contre cette succession dynastique au niveau de... Et ça a eu un effet sur la force de l'UDPS. Mais lorsque je vois aujourd'hui, je fais une analyse vraiment un peu rétrospective, en me rendant compte que lorsqu'ils sont partis faire leur accord de Genève, où tout le monde était au départ d'accord, et où par la suite, Kamere et Tshisekedi sont retournés en disant non, notre base populaire n'est pas d'accord avec ce qu'on a fait. On trouve aujourd'hui que c'est ce Tshisekedi qui devient président. Je me demande si à ce moment-là, on n'avait pas prévu que c'est lui qui doit être président. Il serait peut-être le moindre mal par rapport à Martin Fayulu, qui lui faisait partie, qui était soutenu par cette coalition, tous les autres partis politiques qui comptent, et parmi lesquels naturellement des leaders comme Bemba, comme Katumbi de Katanga. Donc moi je pense que c'était prévu que c'est lui qu'on mettrait là, dans le cas où il n'y aurait pas Shadari. Alors, Martin Fayulu a-t-il la possibilité de faire inverser les tendances avec son recours introduit à la Cour constitutionnelle? Frédéric, avant de répondre spécifiquement à cette question, permets-moi de revenir un peu sur la posture de la SENCO. Je suis d'avis qu'on ne peut pas faire le procès de la SENCO en lui reprochant de s'impliquer dans ce processus. Non. Parce que tout le monde sait que jusqu'à l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, c'est la SENCO qui a joué un rôle déterminant. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que l'Église catholique, depuis la nuit des temps, déjà en 90, vous le savez, avec l'implication de Monseigneur Laurent Mosengo, l'Église catholique a toujours joué un rôle déterminant dans la conduite du processus électoral au Congo. Mais ce qui fait problème aujourd'hui, ça faut quand même que les gens le sachent, c'est que même les Congolais eux-mêmes s'en sont offusqués. Parce que tout le monde sait manifestement à Kinshasa que c'est la France qui a financé les observateurs de la SENCO. Tout le monde le sait. Parce que l'Union européenne ayant été écartée du processus par le président Kabila, il a refusé le financement, il a refusé la participation de les observateurs. Ils se sont rabattus sur la SENCO et ils ont financé les observateurs. Enfin, c'est ce que les Congolais disent. Ça, c'est la vérité. Maintenant, donc, il se passe que lorsque l'élection se déroule, la SENCO fait une déclaration qui prête à équivoque. Parce que quand ils viennent dire qu'en fait, ils ont le nom du vrai vainqueur. Et ils ajoutent
qu'en fait, ils ont eu ces éléments à partir de leurs 40 000 observateurs qu'ils ont déployés sur le terrain. Alors que l'élection, je passe sous le contrôle de mon ami Célestin Diamène, l'élection comptait 75 000 bureaux de vote et non 40 000. Bon, vous comprenez? La scène, comme vous dites, on avait 40 000 observateurs. Ça fait quand même la majorité sur les 75 000. Ils ont ajouté qu'il y avait les PV qui étaient affichés. Non seulement sur les observateurs, mais également sur la base des PV qui avaient été affichés sur les bureaux de vote. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, c'est ce que moi j'ai suivi. Et même en dehors de ça, voilà. en général, la technique d'observation, il faut quand même dire quelque chose. pour avoir les résultats de 2, 3 ou 4 bureaux de vote. Ça, c'est la technique d'observation. Je voulais le Oui, dire. mais il disait, parce que là où il y a eu problème, parce que là, il y a quand même eu un problème. Ils ont dit qu'ils ont les procès verbaux. Là, il faut quand même faire un distinguo entre un observateur et un représentant. C'est les représentants des candidats qui ont les procès verbaux. Ce n'est pas les observateurs. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que 40 000 observateurs qui ont été déployés sur 75 000 bureaux de vote à pouvoir voir tous les procès verbaux. Je ne suis pas sûr. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne parviennent pas, parce que c'est le débat qui est d'actualité. Même ce matin, je suivais ce débat sur la chaîne de monsieur, comment tu l'appelles, Jean-Marie Kazamba, Télé 50. Je suivais ce débat où tous les Congolais demandent à la 50 que présentez nos votes. Et c'est ça le vrai problème. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de Congolais émettent déjà des réserves sur la crédibilité même, j'allais dire, de la posture de la 50. Alors, la question maintenant qui a été posée. Maintenant, la question que vous posez, M. Fayolo, bon, parce qu'il dit avoir obtenu 61,61% des suffrages valablement exprimés sur les 47. Non, cela n'est pas vraisemblable. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je peux déjà vous dire. Moi, j'ai eu à observer à Bukavu, donc dans le Kivu. Et vous savez que dans le Kivu, l'homme le plus populaire, l'homme qui pouvait récolter plus de 90% des suffrages, c'est le partenaire, c'est l'allié politique de Félix Tshisekedi. C'est le jeune nommé Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, parce qu'au Congo, il faut que les gens le sachent. Il y a Kinshasa, qui est un grand... une province. C'est une province. C'est une ville, une capitale. Donc quand on vous dit par exemple qu'il y avait 18 millions d'inscrits, vous comprenez. Kinshasa seul... 40 millions d'inscrits. 40 millions d'inscrits. À Kinshasa seul, il y avait 10 millions d'inscrits. Si vous maîtrisez Kinshasa, et à Kinshasa, c'est Tshisekedi. Dans le Kivu, c'est Tshisekedi. Et c'est la deuxième, c'est la deuxième base populaire de cette élection. C'est-à-dire, il y a Kinshasa, après il y a le Kivu. Ça veut dire il y a la ville de Bukavu, il y a la ville de Goma, après il y a la ville de Lubumbashi. Donc Martin Fayulu n'a pas de chance. Ne pouvait pas avoir 61%. Ça, donc il ne peut pas avoir 61%. Maintenant, je réponds à votre question pour dire que si nous prenons ces 34% que la CENI lui a attribués, et les 38% qu'il a obtenu des urnes. Bon, je pense vraisemblablement que ça peut encore être jouable. Si maintenant l'élection qui aura lieu dans 3 mois, dans les 3 autres localités, parce que en réalité là-bas, c'est aussi je crois, 1 million. 1,5 million à peu près. 1,5 million. Donc, s'il réussit, parce que le cas n'était que de 600 000 voix. Le cas n'était que de 600 000 voix entre Tshisekedi et Fayulu. Si effectivement, sur les 1500 voix qui restent à prendre, 1,5 million qui reste à prendre. 1 million qui sont à prendre. Qui prend encore 1 million, il peut inverser la tendance. Donc je veux simplement dire que sa déclaration, il vient dire aux gens qu'il a eu 61%, je ne suis pas d'accord, mais je suis d'accord que s'il fait une bonne campagne pour les 3 autres localités qui restent, il peut valablement inverser la tendance. Est-ce qu'on doit absolument revenir à, parce qu'à ce jour, beaucoup de choses ont évolué en République démocratique du Congo. La plupart des acteurs externes ou partenaires de la RDC appellent au recomptage des voix. Est-ce qu'il faut le faire? Moi, je pense que, étant donné qu'il y a quand même un doute sérieux sur la distorsion entre le vote attribué à M. Tshisekedi et le vote législatif, il y a lieu, le minimum syndical, c'est d'exiger, n'est-ce pas, le recomptage. La SADC l'a demandé, je crois que l'Union africaine l'a demandé, et plusieurs autres organisations sur place l'ont demandé. Je voulais simplement rappeler ici, d'abord pour commencer, que le processus électoral au Congo est extrêmement simple. Tout à l'heure, j'ai parlé de Kabila, parce qu'on avait diabolisé pratiquement la machine à voter, disant que c'était impossible. Je voudrais déjà ici saluer l'inventivité de la jeunesse congolaise, qui a conçu cette machine. Il faut bien le savoir. Même si les machines ont été produites en Corée du Sud, c'est l'idée des jeunes Congolais. Je crois que c'est suffisamment rare pour le relever et pour saluer cet acte. Cette machine, contrairement à toute attente, a fonctionné. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez dans un bureau de vote? Un bureau est composé de 5 membres. Vous avez un président,
vous avez 2 assesseurs dans la salle et un à l'extérieur. Quand vous entrez, l'assesseur d'abord suppléant qui est posté à la porte vous envoie vers le président qui vous identifie, vous passe chez la secrétaire ou chez le secrétaire. Ça, le seul principe. Voilà. Non, parce que pour la machine à voter, c'est pas si évident que ça. Devant la machine à voter maintenant, vous introduisez un bulletin vierge. Bulletin vierge, et tactilement, vous choisissez votre candidat d'abord pour les bleus, élection présidentielle, vous confirmez ou vous annulez, ça passe au jaune, élection législative nationale, parce qu'il y a 2 types de députés là-bas, députés nationaux et députés provinciaux. Et ensuite, bulletin mauve, députés provinciaux. Une fois que vous avez fini, vous confirmez, la machine vierge ressort imprimée, et vous vérifiez, n'est-ce pas, l'authenticité de votre vote. Vous la pliez, vous la mettez directement, sans enveloppe, dans l'urne. Ensuite, vous faites émarger. Vous identifiez par l'encre indélébile. Vous sortez. Le dépouillement a lieu entre 17h30 et 18h. Si vous n'êtes pas dans le bureau de vote, ça dure très longtemps. Moi, j'étais dans le Kasaï oriental. Ça a duré jusqu'à minuit passé. Il a fallu que je me lève pour dire, mais attendez, assesseur, levez-vous. Et non, parce que c'était manuel, hein, malgré la machine à voter. Il a fallu qu'on sépare les 3 bulletins de manière manuelle, physique. Il a fallu donc que je me lève pour précipiter, n'est-ce pas, pour essayer d'évoluer, faire évoluer les choses, afin que les bulletins soient rapidement posés, séparés d'abord, et ensuite proclamer celui qui est vainqueur. Eh bien, jusqu'à minuit passé, si l'Église catholique, s'ils ne sont pas dans les 75 000 bureaux de vote, comment peuvent-ils avoir la totalité des PV? C'est impossible. Ça dure très longtemps le dépouillement. Il faut les avoir. Maintenant, moi j'étais avec... D'ailleurs, la CENI a été confrontée au même problème. Oui, alors, attendez. Moi j'étais en réunion avec M. Nanga. Philippe. Monsieur Nanga me dit, l'Église catholique, lui qui m'a dit, en réunion, la vidéo est là, il me dit que l'Église catholique prétend avoir 40 000 observateurs. Mais en réalité, ils ont 11 000. 11 000. Bon, c'est lui qui le dit. Maintenant, ce que je veux savoir, moi, l'Église catholique, et c'est un fils de catholique qui vous parle. Mes 2 parents étaient de très fervents catholiques. Mais je pense que là, l'Église catholique congolaise a fait preuve d'une très grande maladresse. Parce que, vous savez, les prêtres, l'Église, c'est un peu comme les avocats. On soutient la veuve et l'orphelin, et on est du côté les plus faibles. Non. Vous comprenez? Non, mais, soutiens ta position. Non, je n'étais pas nommé. Hein. Je dis les avocats. Non, mais je n'étais pas cité. Non, donc, écoute. Il y en a 2 sur le plateau. Il y en a 2 sur le plateau. En plus, tu te défends. Bon, je n'étais pas attaqué. Bon, je dis simplement que l'Église a le droit d'être du côté des plus faibles. C'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il y a un Rubicon, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Parce qu'en vérité, si l'Église catholique, la Cinco, pour ne pas la citer, commence à dire que l'esprit est le corps, mais attendez, c'est l'anarchie la plus totale. La CENI a un rôle très spécial qui a été défini à partir des accords de la Saint-Sylvestre et la loi électorale congolaise. Donc la Cinco, en disant qu'elle détient le nom du vainqueur, elle exerce un pouvoir d'insinuation terrible. C'est pour dire que, attention, ce n'est pas Ramazani, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Fayoulou. En filigrane, c'est ce que disait l'Église catholique. C'est extrêmement grave. On connaît le rôle, c'est vrai, de l'Église catholique congolaise dans le soutien de l'opposition depuis toujours. Contre Mobutu, Moussengo était là. Contre Kabila Laurent Désiré, Moussengo était là. Et contre Kabila fils, Moussengo était là. Et Fridolin prend le relais de Moussengo dans la même logique d'opposition, n'est-ce pas, au pouvoir en place. Maintenant, ce que je dis simplement que ce qui me paraît relativement incompréhensible, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait un recomptage et que l'Union africaine impose le principe, la résolution du recomptage obligatoire quand il y a un doute certain. Autant Fayoulou prétend avoir 61%, j'en suis pas très sûr, même si je pense qu'il est très populaire à Kinshasa, parce que moi aussi, c'est dans la vie dans les taxis, les jeunes vous disent que c'est Fayoulou ou rien du tout. Ils acceptaient que Tshisekedi soit le moindre mal. Mais leur choix, à Kinshasa tout au moins, c'était Fayoulou. Ça c'est clair. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il va falloir que les crises post-électorales soient anticipées, n'est-ce pas, pour faire en sorte que vraiment, si on a choisi l'approche électronique du vote, eh bien qu'on soit sûr qu'il y aura directement une transmission de la machine vers les centres de centralisation
et on voit directement ceux qui ont gagné et qui ont perdu. Merci à vous, Célestin Djamène. Je rappelle aux téléspectateurs, s'il vous plaît, de ne pas appeler à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez simplement votre SMS et nous nous ferons le bonheur, le plaisir de le lire ce soir, tout comme ce certainement Camerounais ou Congolais qui vit au Cameroun, qui dit, il salue l'élection qui vient de se tenir en République démocratique du Congo, mais il pense qu'il y a eu pas mal de tricheries et qu'il appelle tout de même Martin Fayulu à déposer, à accepter l'issue des résultats donnés par la CENI et d'accompagner l'ex-opposant, je rappelle qu'il dit l'ex-opposant Étienne Félix Tshisekedi à diriger le pays. Alors, on parle de cohabitation. Hier, ils étaient amis, notamment Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Hier, ils étaient des amis. Aujourd'hui, ils sont un peu des ennemis politiques. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce ménage-là? Écoutez, c'est une question d'organisation géostratégique politique. On est contraint ou d'accepter une carte que va établir Tshisekedi, afin d'avoir à rentrer dans un système qui permette à ce qu'il ait à gouverner, ou, comme je dis en amont, je ne maîtrise pas la constitution congolaise dans le cas d'espèce. La seule issue, c'est qu'après 6 mois, que M. Kabila, que M. Tshisekedi renverse la tendance en annulant en dissolvant l'Assemblée nationale. Il n'y a pas 2 voies qui permettent à ceux qui se retrouvent et qui se créent des alliances maintenant. Mais est-ce que si dissout l'Assemblée nationale qui vient d'être constituée, il ne court pas le risque de voir finalement le camp Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu arriver en grande pompe à cette Assemblée? Vous savez, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, qu'on constate que les autres forces se sont reconstituées pour pouvoir venir influencer sur une assemblée qui est unilatérale dans le cas d'espèce, parce que quand tu as 350 députés, c'est toi qui fais l'appuyer le beau temps par rapport aux autres. Maintenant, il faut reconstituer le style de politique pour M. Tshisekedi pour qu'on voie en réalité qu'est-ce que... Non, il est maintenant président de la République. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer stratégiquement en tenant les rênes du pouvoir. Il saura comment conjuguer d'autres choses qui pourront lui permettre maintenant d'être vraiment acteur majeur dans sa posture de président. Mais s'il y reste, dans le cas d'espèce, nous tous nous sommes unanimes ici, que s'il garde cette assemblée, on va pouvoir rejeter tous les tests qu'il enverra là-bas et il ne pourra pas gouverner. Kabila garde la main? Il garde la main. Complètement. Il garde la main et je pense que... D'ailleurs, il va rester dans la résidence présidentielle. Il va continuer à y résider. Il garde la main parce que quand vous regardez la posture de Tshisekedi après la proclamation des résultats provisoires, vous comprenez très bien que lui-même, voilà, il remercie celui qui lui a facilité de se retrouver là. Et donc, Kabila garde la main. C'est pour ça que il n'y a même pas le risque que 6 mois après, il puisse dissoudre le Parlement, parce que visiblement, il y a eu une entente pour que voilà, ça se passe comme ça, visiblement. Je pense que cette configuration n'est pas pour moi surprenante au regard de l'analyse que je peux faire sur le rapprochement ou bien la proximité qu'il y a visiblement entre... tout le monde sauf Martin Fayulu. Oui, mais c'est ça. Donc, je pense que ça a été vu depuis la première entente à Bruxelles où... les autres, il y a eu un consensus autour de Fayulu. Et tout de suite, les forces extérieures qui manipulent toujours ont dû comprendre qu'attention, ce n'est pas la bonne personne. Parce que la réalité, c'est que quand je dis que l'Afrique n'est pas sortie de là, il y a toujours une main externe qui manipule. Toujours. Toujours. Et tant que les gens ne vont pas rechercher la légitimité interne, parce que la réalité aussi, c'est que Fayulu, Tshisekedi, ce n'est pas des gens qui ont vraiment un ancrage interne. Il faut savoir ça. Donc, c'est des gens aussi qui ont plutôt un ancrage externe, mais qui se sont constitués une popularité interne et qui se sont appuyés sur des gens qui ont, eux, un ancrage interne et qui ont été écartés. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est arrangé à avoir des gens manipulables. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Kabila peut se frotter les mains tranquilles. Il a fait ce qu'il voulait. Il a traîné 3 ans pour arriver à ce résultat. Il est tranquille.
il est tranquille parce que, en réalité, il n'est pas parti. Il n'est pas parti, il s'est mis quelqu'un. On attend de voir ce que la pression interne et externe va produire, puisque la SADC a donné son mot là-dessus. On attend ce que la Cour va apporter. Est-ce que les Congolais vont avoir ce sursaut d'orgueil parce qu'il y a eu une proposition de la SADC qui demande aussi la mise en place d'un gouvernement d'union. Peut-être que c'est une voie de sortie. Ça peut être une voie de sortie si Tshisekedi peut, n'est-ce pas, aller vers son frère Fayoulou et solliciter, n'est-ce pas, la participation de celui-ci à la mise en place d'un gouvernement d'union. Ça peut être là une vraie porte de sortie pour les Congolais. Mais pour l'instant, on a visiblement une impasse devant nous avec ce qui s'est passé. Ça, on est visiblement en face d'une impasse et je ne sais pas comment ça va se conclure. Je pense que on n'est pas vraiment sorti quand on regarde ce qui est en train de se dessiner. Parce que quand, dans tous les cas, quoi qu'on dise, quand la SENCO va donner ses résultats, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont aussi des résultats. Ça va, voilà, ça va pas conforter l'opinion sur. Alors, pour sortir de ce sujet-là, parce qu'on a quelques SMS qui sont arrivés. Est-ce qu'on doit pouvoir retomber dans une impasse? On a été dans une impasse, dans l'impasse pendant pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, on a vu un processus arriver à terme. On peut estimer que le Congo est sur une voie ascendante, une voie de construction nationale, avec les appels à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Oui, mais moi je pense que la pression qui est en train d'être exercée peut avoir des résultats, moi je pense. Il y a la pression de la SENCO. C'est surtout la pression de la SADC et même également des pays de Grands Lacs, où le président congolais de Congo-Brazzaville, ils ont eu à intervenir par rapport à ça, aux demandes de recomptage, même du gouvernement de l'Union nationale. Et pratiquement tout le monde est unanime pour reconnaître que les résultats qui ont été donnés, fournis, ne sont pas les résultats vrais. C'est ce qui ressort. On peut reprocher à la France ou bien à la Belgique d'intervenir comme elle a pu intervenir, mais tout le monde est unanime, même au niveau de l'Afrique. J'ai suivi des réactions du président sud-africain et tout ce monde, on est unanime pour dire qu'il y a eu un problème. Est-ce que, comme les résultats ne sont pas encore définitifs, cela peut, est-ce qu'il peut y avoir un revirement? Est-ce que la CENI peut arriver avec l'élection de mars, ou alors avec l'ensemble des résultats, arriver à changer le nom? C'est provisoire. Tant que ce n'est pas définitif, du vainqueur de cette présidence. Tant que ce n'est pas définitif, on peut toujours rêver, imaginer que ça peut changer. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque ces résultats seront donnés, il risque d'avoir des troubles à Kinshasa, il risque d'avoir des troubles, quelles que soient les circonstances, lorsqu'elles seront confirmées, il risque d'avoir des troubles. Il y a des troubles, il y a eu quelques jours, il y a eu des troubles. Oui, il y a eu, mais je veux dire que pour le moment, c'est encore provisoire. Lorsque ce sera définitif, parce que les gens continuent encore à espérer qu'il peut avoir un changement. Puisque la différence... Félix Tshisekedi doit prêter serment dans les prochains jours, le 22 ou le 23 janvier. Je voulais dire un mot sur la dissolution. C'est vrai que la Constitution congolaise prévoit le pouvoir donné au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais une élection législative vient d'avoir lieu, où officiellement le FCC rafle la mise. Imaginez que M. Tshisekedi puisse dissoudre parce qu'il a été défait aux législatives. Ça paraîtrait tellement antidémocratique que ça souleverait pire qu'une crise post-électorale. C'est la guerre civile. Tu perds, tu dissous. Non, ça ne se fait pas. Non, tu as perdu, c'est la cohabitation. Si c'est prévu par la loi. Non, il peut dissoudre de manière constitutionnelle. Mais s'il le fait, parce que la politique, c'est aussi la pratique, il ne peut pas dissoudre parce qu'il a perdu. Non, excuse-moi. Non, il n'a pas le droit, il ne peut pas dissoudre. Si la Constitution le lui permet, il peut dissoudre même le lendemain. Quand Chirac dissout en 95, c'est parce que lui, il a une majorité qu'il estime obèse. Oui, mais... Au Parlement. Parce que c'est en sa faveur déjà. Il pense rééquilibrer les choses. Qui ça? Chirac, en 95. Rappelez-vous. Il dissout l'Assemblée... Non, Chirac. Il a dissous l'Assemblée nationale en 95 en France, n'est-ce pas? Il a dissous l'Assemblée parce que... Il a dissous. Parce que justement, le RPR avait une majorité très écrasante. Là, c'est le cas de Tshisekedi, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, qui dissout pour... Il ne peut pas gouverner. Alors, il est au contraire à la cohabitation.
Il est contraint. Non, et si... Je voulais juste... Alors, vous permettez, Et s'il lui arrive que la Constitution lui donne le pouvoir de dissoudre cette assemblée, non, il fera. La morale politique lui Et interdit. en politique, qu'est-ce que vous entendez par morale politique? Il ne peut pas dissoudre. Il ne peut pas dissoudre pour avoir sa majorité à lui. Mais on vient de voir Trump, même avec le mécanisme de la gauche et la droite. Non, il est bloqué. Mais il est bloqué, mais il va trouver une voie de... Il cherche une voie de contournement. Alors, Maître Kakak a quelque chose à ajouter sur cette question-là. Oui, en fait, je pense que le débat que Célestin soulève là, pour moi, objectivement, il n'a pas le droit de citer, parce qu'en fait, j'ai pris le temps, objectivement et juridiquement, j'ajoute même juridiquement, parce qu'en fait, j'ai eu le privilège de lire la Constitution congolaise. Hier, j'ai dit, pour pas passer le temps à lire cette Constitution, je peux vous dire que le président Tshisekedi a ce pouvoir de dissoudre le Parlement. Maintenant, le problème va se poser au niveau de la stratégie. Mais au niveau de la stratégie, il faut intégrer un paramètre qu'on n'a pas assez évoqué autour de cette table. Parce qu'en fait, ne perdons pas de vue. Le Congo, c'est le champ de bataille des puissances occidentales. Ce qui est en train de se passer là, c'est une bataille entre l'Union européenne et les États-Unis. Vous comprenez? Parce que même la divergence qu'il y a aujourd'hui, parce que tout à l'heure vous l'avez relevé dans votre propos, la divergence qu'il y a entre Tshisekedi Félix et Katumbi, c'est les Américains qui sont en train de gérer ce dossier. Parce que la fameuse... C'est un autre débat. Le fameux accord, non, je vais dire ceci. Parce que le premier problème que Tshisekedi a actuellement sur la table, c'est... Est-ce qu'il peut dissoudre? J'ai dit qu'il peut le faire, je le dis comment. Mais stratégiquement, il ne peut pas le faire tout de suite. Il va se donner d'abord, dans un premier temps, le temps de lever tous les équivoques avec tous ses anciens alliés politiques. Parce que ce qui s'est passé avec la désignation de Fayoulou, c'est le Katumbi qui était derrière. Aujourd'hui, Katumbi qui était son ami avant cet accord de Genève, est aujourd'hui son ennemi politique. Vous savez, Katumbi a demandé à voter contre Tshisekedi, vous le savez, et il avait Fayoulou. Aujourd'hui, Tshisekedi, pour gérer au Congo, il faut maîtriser les zones comme le Katanga. Tu ne peux pas maîtriser le Katanga si tu es contre Katumbi. Tu ne peux pas maîtriser le Kivu si tu es contre Vital Kamerhe. Tu ne peux pas maîtriser... Bon, lui, il est du Kasaï. Maintenant, la vraie bataille, c'est au niveau de Kinshasa. Donc, il y a des alliés. Il y a des alliances qu'il doit d'abord négocier, lever tous les équivoques. Et à ce moment-là, il faut qu'en allant dans une nouvelle législative, qu'il s'assure qu'il pourra gagner. Parce que s'il ne commence pas par ce préalable, il peut organiser... Mais c'est ce que disait Maître Biga tout à l'heure. Il évoquait la possibilité de dissoudre. Il ne peut pas dissoudre politiquement. Imagine-toi qu'il gagne et que le camp de Tshisekedi, le camp de Kabila... Donc pour chuter sur ce point, c'est un scandale. Je suis d'accord que juridiquement, il a le pouvoir de dissoudre le Parlement pour asseoir son pouvoir. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas le faire parce que stratégiquement, il faut d'abord s'entendre avec tous ces alliés. Alors, on est d'accord sur mais dans les 6 mois, un an, il peut le faire. Bien sûr, il peut le faire dans 6 mois. D'accord, même si on n'est pas d'accord sur le fait, la loi lui donne la possibilité de pouvoir dissoudre. On va d'abord permettre la lecture de ces quelques SMS. Pourquoi les Camerounais aiment aller donner des leçons aux autres et ne font rien chez eux? C'est un Camerounais qui a envoyé ce SMS-là. Alors, un autre SMS, malheureusement, qui est vide. On va prendre la suite des SMS. Bonsoir le panel. Monsieur Kabila marque l'histoire de son pays. Il a renoncé à se présenter aux élections. Il a refusé la contribution financière des colons. Il mérite qu'on l'applaudisse et qu'on lui déroule le tapis rouge. Je comprends pourquoi N'Djamène et le MNC ont perdu les élections au Cameroun. Que dit-il des machines à voter qu'on a trouvées chez les candidats FCC et celles qui n'ont pas pu fonctionner sur le terrain? Monsieur Célestin N'Djamène, le Cameroun vous écoute. On n'a pas l'impression que vous êtes logique avec vous-même, car les choses que vous refusez dans le pays, vous les soutenez ailleurs. Restez lucide, s'il vous plaît. Monsieur N'Djamène demande, par exemple, donc vous pourrez nous renvoyer notre SMS. Je suis Congolais résident à Yaoundé pour vous dire que les analyses de monsieur Maître Kakak sur monsieur Fayoulou ne sont pas exactes. Monsieur Fayoulou est le Popol et c'est lui qui a gagné sur le terrain. C'est ce Congolais qui nous a envoyé ce SMS, même s'il n'a pas signé. S'il vous plaît, signez vos SMS que vous nous envoyez.
Monsieur N'Djamène peut-il nous expliquer la proclamation anticipée des législatives contrairement à la loi électorale alors que la compilation était encore en cours, qu'il nous dise où son ami Nanga Corneille a puisé ses résultats. C'est Adrien de la RDC qui nous envoie ce SMS-là. Alors, en cours, comment? Je sais pas, parce qu'on sait. Oui, il y avait encore des bureaux qui n'avaient pas dépouillé. Comment? Oui. Ah oui. Non, il y en a. Parce que notre SMS, il est simple, clair. Étienne, Félix Tshisekedi a gagné. Seulement, il a gagné par le nom de son père. C'est un autre Camerounais qui a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous, le panel. Kabila veut conserver le pouvoir. Pourquoi ne pas passer au recomptage? La CENI a bien fait son travail. Bonsoir à tous. Superbe émission. Invité prestigieux. Je partage l'avis de M. Célestin N'Djamène. Tshisekedi est là comme une marionnette parce qu'il se fera manipuler de loin par Joseph Kabila qui serait certainement Premier ministre. C'est M. Eric Bikanda de Ndokpasi Adola qui a envoyé son SMS. Bonsoir. Qui sème le vent récolte la tempête parce que Katumbi et Bemba ont voulu écarter Félix en prenant Fayoulou qui n'est pas populaire. Ils ont imposé une transition à Fayoulou tout en oubliant que Félix est populaire. Ils ne seront pas capables de paralyser la ville qui devrait, d'après lui, croupir sous la ville morte. Félix est aussi populaire, donc les gens sont dans un deal incroyable, lesquels ont arrêté Bemba. C'est les mêmes blancs, c'est l'égoïsme qui est à l'origine de tout ça. En réalité, la CENI n'a pas tous les PV, mais Félix est mieux que les autres et Fayoulou a eu plus de députés à cause de Bemba et Katumbi, mais lui-même ne représente rien. Je suis congolais, j'étais à Kinshasa après les accords de la RDC. Après les accords, la RDC est un pays véritablement complexe. C'est ce Congolais qui nous envoie ce SMS. Et puis nous avons un autre SMS qui est arrivé. Ne donnez plus les leçons aux autres. Demandez aussi au président de la République de pouvoir suivre les pas de son homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Voilà une leçon de démocratie. C'est Donald de Bédi qui a envoyé ce SMS. Alors, on va faire un autre tour autour de la question des élections. On a d'autres SMS qui sont arrivés nous demandant de ne garder que le seul sujet sur la République démocratique du Congo. Ce sont les téléspectateurs qui font l'émission. Hein. Donc, on va sursoir sur le sujet du Gabon. Comment ça? Alors, un autre SMS. Les évêques de la Senco sont d'abord et avant tout des Congolais. C'est Adrien qui revient avec son SMS. Bonsoir. Bravo Célestin N'Djamène pour ton sens d'objectivité. Ne confondons pas le PPRD et le FCC. Kabila est un stratège et un grand penseur de l'Afrique. J'espère que j'ai pu lire le SMS de ce Camerounais qui est venu. Un autre SMS. Salut, Tshisekedi a su tirer son épingle du jeu. Les Chiluba sont récompensés maintenant. Voyons comment Tshisekedi s'ouvre aux autres comme à Kabila. Le débat sur le recomptage anime l'après-élection. C'est Sa Majesté Joachim Guébouri qui envoie ce SMS depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Bonsoir Célestin N'Djamène, j'aime quand tu te trouves sur un plateau de télévision et de débat, car tu n'as pas la langue courte. Les prêtres congolais savent à quel sein ils se vouent. C'est Kessi qui nous envoie ce SMS. Bonsoir le panel, merci M. Célestin N'Djamène pour sa correction, qu'il confirme qu'un parti peut mieux contester s'il a la totalité des PV. Pour sa personnalité, il doit demander pardon aux Camerounais. Hervé Meka, depuis Bertois, au Cameroun. C'est donc ces quelques SMS que nous avons reçus. Il y en a d'autres hein, qu'on n'a pas pu lire. Il nous reste à peu près 10 minutes avant la fin de ce programme. Chacun de vous, pour ce dernier tour de table, aura droit à 2 minutes pour finalement boucler avec le SMS
on ne va pas déroger au principe, hein, c'est les téléspectateurs qui font l'émission et quand ils évoquent un souhait, on essaie de respecter leurs souhaits et leurs vœux. Nous avons près de 5 SMS qui nous parlent de rester sur le sujet de la République démocratique du Congo, qu'il est superbement important et qu'il se rapproche davantage du Cameroun. Donc, on doit pouvoir garder ce sujet-là, si vous permettez, messieurs sur le plateau. À vous. Bien. Michel Moussala. Vous savez, au sortir d'une élection comme celle de la RDC, il faut en appeler au bon sens politique. Ce pays s'est retrouvé déchiré, laminé, partagé, et même pour essayer d'apporter une espèce de synergie, de mobilisation pour que ce pays retrouve. Vous connaissez la superficie de la RDC. Et je me pose bien la question, est-ce que Tshisekedi aura les coups de franche pour redonner l'espoir aux Congolais? Parce que le Congo est autant riche que le Cameroun, mais leur malchance, c'est que les chefs de guerre, depuis plus de 20 ans, ont pris 30 ans ont pris ce pays en otage. Et selon que les intérêts des Occidentaux. Parce que moi, j'aime pas trop parler des Occidentaux, incriminer les Occidentaux sur un champ où, si entre frères nous restons, nous discutons, on débat, on peut trouver des solutions à nos problèmes, malgré les intérêts que peuvent afficher les Occidentaux. Les Occidentaux ne viennent pas prendre 4 Congolais et leur dire, voilà les armes que je vous donne, allez couper les têtes aux autres parce qu'on veut enlever les minéraux, on veut exploiter les minéraux. Non. Je crois qu'aujourd'hui, au sortir de cette situation, parce que même M. Kabila tentait, voulait bien s'agripper au pouvoir parce qu'en réalité, quand il y prenait, il y avait des soupçons que c'est lui qui aurait tué même son propre père. Donc, maintenant qu'il est pris, il a régné, il a passé le témoin, je pense qu'il ne fera pas comme le président russe. Parce que nous sommes en train de revoir la scène russe où tu pars, je contrôle par le bas, tu quittes pendant ta mandature, je reviens pour prendre le contrôle de la situation. Ah, ça n'aurait pas fait évoluer si c'est cela qu'on appelle la démocratie. Mais moi, je pense que les Congolais qui ont assez enduré, il faut mettre en place une politique d'assainissement de manière à ce que les Congolais se sentent partout chez eux. Parce que cette tyrannie politique ou politicienne qu'on fait autour des êtres humains ne mérite pas l'Afrique. C'est à ça et rien qu'à ça qu'on devrait s'atteler pour en appeler à la prise de conscience des Africains. L'africanisme n'est pas seulement une vue de l'esprit comme les gens tendent à l'étaler. Il faut passer sur le plan matériel. Ce n'est pas en écartant non plus l'Occident qui nous apporte de temps en temps une technologie, de temps en temps des éléments concurrents à faire asseoir nos stratégies économiques. Donc, moi, j'estime que pour chuter, je dis bien qu'il faudrait que les dirigeants congolais, aujourd'hui pris dans les taux de ce dont on veut faire passer que c'est les Occidentaux qui viennent influencer. Non. L'Église, tout ce qui concourt à l'évolution de l'esprit, peut parler du corps, et je reviens là-dessus, sans que cela fasse à ce que nous prenions les armes pour aller en découdre. Philippe Zanga. Mais je crois que aujourd'hui cette population qui a assez souffert depuis 2 ans maintenant, parce qu'on ne compte pas les morts. Là, tout le monde dit oui, ça s'est bien passé, Kabila, bravo. Mais on oublie qu'il y a eu plusieurs, n'est-ce pas, personnes qui ont perdu de leur vie pour qu'on arrive à cette élection, même si elle est, n'est-ce pas, non conforme au processus démocratique. Mais il y a quand même eu des sacrifices humains. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail qui doit se poursuivre. Et je souhaite que l'Église catholique poursuive son travail de coordination, de construction de la cohésion sociale. Parce que la posture actuelle, elle me convient parce que l'Église catholique a appelé quand même à ce qu'il y ait apaisement. Elle a appelé à ce que, malgré, elle a pris acte. Et elle a appelé à ce que les différentes parties puissent accepter, n'est-ce pas, la situation qui sera proclamée par les institutions. Parce qu'au moins, ça, c'est une posture de l'Église catholique. Je sais que l'Église catholique, en fin de compte, ne va jamais demander aux gens de descendre dans la rue pour aller réclamer la victoire d'une personne. Ils vont dire la vérité, mais ils vont appeler les gens quand même à rester dans le calme et à accepter en espérant que si finalement c'est Tshisekedi qui est maintenu, qui est confirmé comme président, qu'il s'attelle à construire l'unité du pays
en faisant appel aux autres frères qui ont été dans la bataille pour construire comme l'ont proposé la SADC. Et je pense que, contrairement à la CEMAC qui ne s'est jamais prononcée jusqu'ici sur l'élection au Cameroun, et même à l'Union africaine, c'est bizarre, ne s'est jamais officiellement présentée jusqu'à présent, l'Union africaine n'a rien dit sur les élections au Cameroun. En définitive, au moins là-bas, ils se sont déjà prononcés, ils ont pris un certain nombre de positions, et je pense qu'ils vont accompagner pour qu'il y ait au moins un gouvernement de transition qui peut être une sortie de crise pour ce pays qui a souffert longtemps, et peut-être avec ce gouvernement de transition, ça peut permettre de revoir, n'est-ce pas, les institutions, de revoir les processus et de mieux organiser la prochaine fois pour être sûr que la démocratie sera effectivement ce qui va vaincre, ce qui va, n'est-ce pas, rassurer et puis rassembler l'ensemble des citoyens. Maître Bilika. Je dis, j'ai suivi beaucoup de gens qui ont dit que c'était la première transition démocratique au niveau de la RD Congo. Parce que si vous regardez l'histoire du Congo, du Zaïre, il n'a jamais eu ce genre de transition. Il y a généralement des coups d'État ou des élections contestées. Donc c'est une très bonne chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au départ, il faut féliciter tous ceux qui ont eu à intervenir pour que cela soit réussi. Notre but, c'est que ça continue, que le peuple congolais puisse se reconnaître à travers le gouvernement qui sera mis en place, que le peuple congolais puisse voir ses conditions de vie s'améliorer. Tout à l'heure, beaucoup parlé des minéraux. J'ai eu la chance d'être à Lubumbashi. Et moi, lorsque j'arrive dans une ville, ce que je fais, je marche. Je fais le sport le matin. Et à l'époque, quand j'y étais, c'est Katumbi qui était gouverneur. C'était pas une grande ville. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. J'avais comparé cette ville un peu à Bafoussa, mais j'étais très déçu. En me disant, voilà une ville où il y a Jekamine, où il y a beaucoup d'argent, mais où malheureusement, on ne ressentait pas ça, même au niveau de l'aéroport, même dans la ville en tant que telle. Donc j'espère qu'avec l'arrivée de Tshisekedi, et les ressources minières, les ressources et de ce pays, qui est un pays continent, comme on l'appelle souvent, vont servir au pays. Parce que quand vous arrivez à Kinshasa, c'est beau, c'est grand, etc. Encore que c'est comme toutes les autres villes, des Tanga Nord, Tanga Sud. Là où vous trouvez les belles villes, la commune de Gombe, c'est bien, mais après quand vous allez au niveau des stades là-bas, le stade de l'amitié, voilà, c'est pas la même chose. Et on vous a dit également que, bon, j'ai appris également que la route de Matadi, qui est le port qui va jusqu'à Kinshasa, est abîmée. Il y a des difficultés pour pouvoir passer par là, alors que c'est là-bas que les biens du pays arrivent, c'est-à-dire la marchandise, etc. Donc moi je dis, mon souhait c'est quoi? C'est que après tant de guerres, après tant de batailles, que la tranquillité revienne, que Kabila laisse celui que le peuple a choisi gouverner normalement, et que c'est celui-là que le peuple a choisi gouverne pour l'intérêt de son peuple et non pour l'intérêt personnel. C'est un domaine? Oui, moi je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, rappeler que nous avons le devoir d'éduquer nos populations dans toute l'Afrique. Parce que j'ai le sentiment, pour ce qui me concerne, que les Congolais n'ont pas compris qu'un président élu a besoin d'une majorité pour gouverner. S'il y avait l'éducation politique réelle, je suis convaincu qu'ils auraient forcément été un peu plus cohérents en donnant à Tshisekedi, si c'est lui qui a été choisi par le Congolais, une majorité même relative. Parce que là, ça ramène à zéro l'élection présidentielle. Nous avons là, pratiquement, s'il n'y a pas de rejet de la Cour constitutionnelle, un président honorifique. Ça veut dire que M. Kabila devient le président virtuel. Je ne dis pas artificiel, il y a une différence. Virtuel, ça veut dire qu'il y a juste un voile. Mais en réalité, il est le président virtuel. Donc, finalement, les accords de la Saint-Sylvain n'auraient pas servi à grand-chose. Ça veut également dire que, par ailleurs, Fayoulou, qui porte un recours, ce recours sera pour rien tant que M. Kabila a 355 au moins de députés à l'Assemblée nationale. Parce que, à supposer qu'on rejette la victoire de Tshisekedi, que Fayoulou soit proclamé vainqueur, il sera dans le même état, dans la même situation que Tshisekedi, s'il est confirmé. Ça veut dire que Kabila, s'il maintient ses 355 députés minimum, il est le président virtuel. Maintenant, je voulais relever le rôle de la Senko, parce qu'en vérité, dans un état laïque, il n'y a pas de religion. La religion, c'est une affaire personnelle. L'Église, en tant que personnalité, dans leur personnalité intrinsèque, c'est des hommes très grands,
des hommes très intègres. Mais l'Église, en tant qu'organisation, c'est une organisation, on va dire, pour moi, mafieuse, catholique. On sait le rôle des missionnaires pendant la colonisation. C'était les premiers agents doubles. Monsieur N'Djamène, vous êtes très mal placé. Non, c'est le droit de m'exprimer. Non, je suis catholique. Je ne peux pas vous permettre de dire n'importe quoi sur un plateau. Non, je ne suis pas porte-parole des catholiques. Je parle de l'histoire chrétienne. Non, je parle de l'histoire chrétienne. Non, vous ne pas Monsieur N'Djamène d'avancer. Je considère que il avance des initiatives qui ne rentrent pas dans la doctrine, qui ne rentrent pas dans la posture historique de l'Église catholique. Je suis mieux placé pour parler à M. N'Djamène. Non, parce que je suis semi... J'ai même pas des collèges missionnaires. Non, je n'ai pas ça. Je connais l'histoire de l'église chrétienne catholique. Non, vous ne pouvez pas venir sur un plateau avant. Je ne viens pas parler au nom de l'église catholique. Mais je m'interdis de vous accorder cette opportunité. Les avancées des inepties que vous racontez. Parce qu'entre l'histoire anthropologique de l'église catholique, vous ne connaissez ni l'histoire, ni la chrétienté. Non, s'il te plaît. Michel. Oh, s'il te plaît. Vraiment, soyons... Michel est le constat permanent de ce plateau. Non, je ne veux pas laisser que vous continuez à raconter des conneries. Parce que c'est une connerie que vous racontez sur l'histoire catholique. Merci, Michel. Alors, je suis désolé parce que... Merci. Je vous le dis sur le plan anthropologique. Michel, merci. Merci, Michel. Parce que vous ne venez pas dire sur un plateau, tenir et dire n'importe quoi, parler, faire des analyses. Il n'y a pas de directeur de conscience ici. Oh, je suis désolé, c'est vous qui en faites. Je ne suis pas désolé, tu n'as pas... Je suis désolé, c'est vous qui passez le temps à vouloir... Non, ne faites pas des insinuations. Ne faites pas des insinuations inutiles et irrationnelles. Michel, je suis désolé. Michel, merci. Je dis que... S'il vous plaît. Platon disait qu'il veut faire l'ange et la bête. Je m'arrête là. Pour dire simplement qu'aujourd'hui, pendant la colonisation, l'homme africain a souffert de ces agents doubles au Congo, au Cameroun, qui étaient des missionnaires catholiques. Qui sont venus abrutir, qui sont venus abrutir en leur faisant croire qu'ils sont derniers, restés derniers. Mais là, je dis, les catholiques pratiquants sont des gens extrêmement sincères. L'église vaticaine est une organisation mafieuse. C'est notre débat. C'est notre débat. Si tu veux discuter, si tu considères un sujet. Non, je sais que tu connais mieux l'histoire que moi. Michel, permettez quand même à Maître Kaka de donner son dernier point de vue sur le sujet du jour. Bon, écoute, ce que je vais dire, j'espère que là nous sommes sortis du brouhaha, qui ne nous avance pas. Je pense que, en fait, la leçon principale que moi je retiens de cette élection au Congo, c'est que cette élection peut inspirer les Camerounais. Bon, nous sortons là d'une élection présidentielle au Cameroun. Je sais que beaucoup de Camerounais ont été déçus par le résultat qui ont été publiés. Mais il faut que les Camerounais comprennent qu'on peut se servir des prochaines législatives pour obtenir une cohabitation. Donc en réalité, le changement peut commencer par la conquête effective des collectivités territoriales décentralisées et d'un nombre de sièges majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, pour revenir sur le cas du Congo, effectivement, je pense que le souhait que beaucoup d'Africains émettent aujourd'hui, comme tout le monde l'a relevé ici, les Congolais souffrent depuis de longues années. Depuis que les Kabila ont pris le pouvoir, le Congo n'a jamais été stable. Mais ce qu'il faut noter en toile de fond, c'est que c'est beaucoup plus l'influence des pays occidentaux qui déstabilisent ce pays. Je pense que le premier défi pour le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est de trouver des vrais soutiens occidentaux qui vont lui permettre d'asseoir son pouvoir et de porter une véritable dynamique d'alternative politique. Parce que au-delà de... S'il vous plaît, monsieur, ouais. Il ne va pas trouver des soutiens occidentaux. Mais pourquoi vous vous interrompez jamais? Laissez les autres aussi chuter. Je voulais simplement faire observer, parce que beaucoup d'Africains ont été contents. C'est passé dans beaucoup de médias. C'est la première fois qu'il y ait une alternative, une alternance politique au Congo. Mais moi, je vais au-delà de l'alternance. Il faut que celui-là qui incarne cette alternance politique soit capable de porter une vraie alternative politique. Ça veut dire une autre façon de gouverner pour que le Congo et les Congolais sortent définitivement de l'auberge. Parce que, il ne faut pas se leurrer, depuis que les Kabila ont pris le pouvoir en 1997 avec Kabila père, les États-Unis ont pris possession de ce pays à travers les pays des Grands Lacs. Parce que lorsque vous parlez de la SADC,
Oui, je suis en train de chuter. Mais écoutez, je suis en train de chuter pour dire que lorsqu'on vous parle de la SADC, qui donne des leçons, qui donne des orientations, en réalité, c'est les États-Unis qui parlent à travers la SADC. Parce que les pays de la SADC, c'est l'Ouganda, c'est le Rwanda, c'est le Burundi. Et tout le monde sait que ces pays du Grand Lac sont les pays qui constituent la zone d'influence des Américains aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le premier travail que M. Tshisekedi a à faire, c'est de sortir de ce joug pour mettre en place une véritable politique qui va consacrer la vraie indépendance économique du Congo. C'est ce que Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On a pratiquement fait le tour de cette problématique sur la République démocratique du Congo qui sort d'un processus électoral plutôt brillant avec l'élection du tout nouveau président Félix Tshisekedi et du nouvel Assemblée générale ou Assemblée nationale essentiellement constituée du camp du président sortant Joseph Kabila. Tout de même, les uns et les autres sont unanimes sur un fait. Il faudrait que les Congolais puissent jouir et bénéficier pleinement des retombées de ces politiques qui seront mises en place dans les tout prochains jours. Mesdames, Messieurs, c'était tout au clair de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Merci encore, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On se retrouve demain 21h avec une nouvelle problématique, une nouvelle et de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous.